Bonjour, ici Laurence Gascon. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la fiabilité automobile selon la firme de sondage Consumer Report avec Rudy Jodoin, du CASÉ avec Pauline Métais, du système de paye Phoenix avec Félix Bouffard, de la fermeture d'une galerie d'art de Saint-Hyacinthe avec Rachel Lantier. Mais tout d'abord, parlons de l'entreprise des gâteaux de Jean-Denis avec Coralie Desrosiers-Laferrière. Bonjour Coralie. Bonjour Laurence. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'entreprise des gâteaux de Jean-Denis? Oui, bien à la base, en fond, c'était vraiment un projet d'affaires qui avait pour but la vente de gâteaux. Mais maintenant, la mission principale, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat chez les jeunes au travers d'un blog culinaire sur la pâtisserie. Depuis quand cette compagnie, elle existe? Jean-Denis Martel fait des gâteaux depuis 7 ans, mais la page Facebook en tant que telle existe, elle, depuis 5 ans. Il y a en ce moment, d'ailleurs, un site en construction, un site Internet, et puis bientôt, il sera sur Instagram et Snapchat. Tu nous parlais que ça faisait 7 ans. Comment est-ce que ça a débuté? Jean-Denis a toujours aimé ça, cuisiner avec ses grands-mères, avec sa famille qui, d'ailleurs, adore la pâtisserie. Il a vraiment juste, dans le fond, suivi sa passion. Puis d'ailleurs, on peut vraiment voir qu'il y a encore comme inspiration toute cette cuisine-là parce que récemment, il a monté un dossier sur les recettes de grand-mère. C'est quoi le message principal qui est passé? Comme je l'ai dit plus tôt, Jean-Denis encourage vraiment l'entrepreneuriat chez les jeunes parce qu'à la base, ça fait vraiment partie de sa vie parce que non seulement il y a cette compagnie-là, mais en plus, il étudie en gestion de commerce au cégep de Jonquière. Donc, il est vraiment ancré là-dedans. Et puis, l'entrepreneuriat chez les jeunes, il trouve ça vraiment important. Il valorise autant les programmes au niveau gouvernemental qu'au niveau scolaire. Il dit que ça pousse vraiment les jeunes à se découvrir puis à se bâtir une confiance en soi. C'est quoi les intentions futures pour Jean-Denis? C'est sûr que Jean-Denis aimerait ça il veut continuer à faire grandir sa compagnie. Il cherche à se faire connaître dans la région. Peut-être qu'un jour, il va être capable de vivre de cette compagnie-là. C'est sûr qu'il a pour but ultime ça. Mais il encourage fortement les jeunes à ne pas abandonner puis à travailler fort pour ce qu'ils veulent obtenir. On souhaite tout le succès pour Jean-Denis. Merci beaucoup, Coralie. Merci, Laurence. Maintenant en compagnie de Rudy Jodoin qui va nous parler de la fiabilité automobile selon la firme de sondage Consumer Report. Bonjour Rudy. Bonjour Laurence. Est-ce que tu peux nous parler des constructeurs automobiles qu'on retrouve en haut du palmarès? Oui, en fait, Toyota et Lexus s'échangent la première et la deuxième place en haut du palmarès depuis plusieurs années. L'an passé, c'était Lexus qui était en premier et Toyota en deuxième, mais cette année, c'est plutôt l'inverse. C'est Toyota qui est en premier et Lexus en deuxième. Une nouvelle, peut-être, un nouveau constructeur, peut-être cette année, ça serait Kia, qui est passé de la 5e position à la 3e position, ce qui est vraiment surprenant. Puis ceux qui croient que Kia produise des véhicules peu fiables, détrompez-vous. Puis, quels constructeurs on retrouve au bas du palmarès? C'est la plupart des divisions de FCA qui se retrouvent en bas du palmarès. Donc, Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, c'est plusieurs divisions qui ont des problèmes de fiabilité récurrents. Entre autres, dernièrement, on a eu des problèmes de transmission avec ces véhicules-là. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'on les retrouve un peu plus bas dans le palmarès. Mais, fait à noter intéressant, c'est que FCA, dans toutes ces divisions, fait beaucoup de progrès. Par rapport à l'année passée, quels constructeurs ont bougé dans le classement? Comme je vous l'ai dit, FCA fait beaucoup de progrès. Donc, Chrysler est la division qui a connu la plus grande augmentation. 10 positions par rapport à l'an passé d'augmentation dans le classement. Subaru aussi a connu une belle augmentation de 5 échelons. Et cependant, dans les points un peu plus négatifs, Acura a subi une grande dégringolade en baissant de 7 positions. Et cela est en partie dû au partage de transmission avec FCA qui, rappelons-le, est problématique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est la firme de sondage Consumer Report? Dans le fond, Consumer Report, c'est une firme à but non lucratif. C'est une firme à but non lucratif qui va sonder 640 000 membres afin de recueillir des données de fiabilité. Super. Merci beaucoup, Rudy. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Pauline Métais qui va nous parler du CASÉ. Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler des nouveautés qui entourent le CASÉ depuis la rentrée? Alors oui, effectivement, depuis la rentrée, on a pu voir que de plus en plus d'étudiants se sont impliqués, que ce soit dans les comités ou dans les activités. Et surtout, la grande nouveauté, c'est qu'il y a encore plus d'étudiants québécois. Effectivement, le CASÉ, c'est à la base pour les internationaux. Le I à la fin de CASÉ, c'est pour international. Et en fait, avec cette émergence de Québécois, on a changé le I pour intégration et plein d'autres changements ont eu lieu aussi pour le fait qu'il y avait de plus en plus de Québécois. Est-ce qu'il y a une activité qui a pris une ampleur particulière cette année?
Effectivement, les cuisines collectives ont pris une grande ampleur cette année. Ils étaient à peu près une vingtaine d'étudiants à se retrouver dans les salles d'éducation spécialisée. Ils sont cette année plus d'une centaine à se retrouver à peu près tous les mois dans la cuisine et dans la cafétéria du cégep. Est-ce que vous avez déjà expérimenté de nouveaux événements? Effectivement, on a l'Halloween au cégep qu'on a fait pour la première fois cette année. C'est une activité organisée par la vie étudiante, mais le cégep et le casier s'y est beaucoup impliqué. C'est à peu près 150 étudiants qui ont participé à créer plusieurs mondes dans le hall du cégep. Et on attendait à peu près 200 personnes et c'est plus de 800 étudiants, enfants et parents qui sont arrivés. Est-ce que c'est des nouvelles activités d'année en année ou il y en a certaines qui se refont? Alors, il y en a certaines qui sont récurrentes, surtout en début d'année, afin que tous les étudiants puissent se rencontrer. Je rappelle que le casier, c'est vraiment fait pour ça, c'est fait pour se créer une famille en arrivant. Et certaines activités sont créées chaque année pour innover et voir ce qui pourrait intéresser les étudiants. Quels projets sont envisagés pour le futur? Alors, on a le voyage à Québec qui sera organisé, où on va voir le Vieux-Québec et l'aquarium. Et ensuite, on a le voyage à New York qui est nouveau, qui arrive cette année et qui sera fin mars. Super. Merci beaucoup, Pauline. Merci. Je suis maintenant en compagnie de Félix Bouffard qui va nous parler du système de paye Phoenix. Bonjour, Félix. Bonjour, Laurence. Quels problèmes les fonctionnaires rencontrent-ils avec le système de paye Phoenix? Eh bien, il y a deux façons. Soit tu reçois trop d'argent et tu as des problèmes avec l'impôt, ou encore tu n'en reçois pas assez et tu n'as pas d'argent pendant des mois. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'argent pendant des mois, il faut s'imaginer des maux de tête quand même, certaines unités de gestion au Canada ont créé des fonds, imaginez-vous, pour rembourser les intérêts des cartes de crédit de ces personnes. Et même là, il y a des problèmes. Donc, quelle procédure doit suivre un employé touché pour corriger son problème? Eh bien, selon ce que m'a expliqué Martin Bouffard, un employé de chez Parc Canada, qui a justement eu un problème mineur comparé à d'autres qui n'ont pas eu de salaire pendant des mois, mais il a voulu régler son problème et il m'a raconté qu'il faut d'abord appeler à Miramichi au Nouveau-Brunswick, et ce, partout au Canada. Parce que le système Phoenix, c'est justement concentré en une seule ville au Canada. Et c'est pour ça qu'on a des attentes au téléphone qui sont parfois longues. Il m'a justement dit que ça pouvait prendre jusqu'à 45 minutes dans certains cas à voir la ligne. Et après, pour poser, quand tu leur poses des questions, ils ne comprennent pas ou ils n'en sont pas en mesure d'expliquer ou de... et c'est vraiment frustrant pour ces gens-là. Comme M. Bouffard me l'a expliqué, il trouve ça déplorable. C'est quoi le système de paie utilisé avant Phoenix? Eh bien, partout au Canada, il y avait, dans chaque unité de gestion, comme on expliquait tout à l'heure, il y avait, chaque secteur gérait son système de paie individuel. Et ça allait très bien, il n'y avait pas d'attente parce qu'il y avait une personne attitrée pour chaque secteur. Pas d'attente et c'était une personne qualifiée qui était capable de te dire que ça allait être réglé et pas de problème. Mais là, avec le système Phoenix, c'est plus lent, comme je vous expliquais tout à l'heure, et c'était plus rapide ce système-là et malheureusement, il a été enlevé d'ici en 2015. Super, merci beaucoup Félix. Nous allons maintenant parler de la fermeture d'une galerie d'art de Saint-Hyacinthe avec Rachel Lantier. Bonjour Rachel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la galerie d'art a fermé? Je vais reprendre les mots de Manon Tétrault, la propriétaire de la galerie, et de Haut en Or. C'est difficile l'art visuel dans une ville où on reçoit aucun soutien. Saint-Hyacinthe n'a rien fait pour les aider. C'est pas la seule raison de la fermeture, mais c'est la principale. Justement, Manon Tétrault et le groupe Haut en Or ont fait la demande d'une politique d'acquisition d'œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est Haut en Or? Haut en Or, c'est une école d'art créée par Manon Tétrault, justement, et c'était la galerie d'art. L'école d'art donnait des cours d'art aux élèves, des cours d'art visuel. Et la galerie, c'était un tremplin pour les artistes du Québec. Dans le fond, les artistes du Québec pouvaient aller exposer pour commencer leur carrière là-dedans. Vous avez parlé de la politique d'acquisition d'œuvres d'art. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Puis deuxièmement, où est-ce que ça s'est rendu à Saint-Hyacinthe avec cette demande? Oui, c'est une politique qui établit les bases sur lesquelles doit se faire le développement à long terme d'une collection d'œuvres d'art dans une municipalité. Dans le fond, c'est l'outil privilégié pour intégrer la culture au quotidien. La demande a été faite, mais n'a toujours pas été appliquée. D'après Mme Tétrault, la Ville a dit qu'elle commençait à l'appliquer, mais ça fait déjà 1 an que c'est fait et il n'y a eu aucun changement.
Que doivent faire les artistes pour être exposés à Saint-Hyacinthe? Chaque artiste doit faire au moins un don d'une œuvre pour passer, dans le fond. L'œuvre leur sert à commencer leur collection. Ils doivent la donner, mais la ville, contrairement à ailleurs, elle ne donne aucun sou pour ça. Que va faire Haut en Or maintenant que la galerie est fermée? L'école fonctionne encore très bien. L'organisme n'est pas arrivé au bout de ses ressources. Elle est là pour rester. Ils offrent la chance de développer le talent des gens qui sont dans les écoles. Ils proposent l'émerveillement et le rassemblement autour de l'art et c'est pas prêt de s'arrêter là. Merci beaucoup, Rachel. J'aimerais également remercier nos journalistes Coralie Desrosiers-Laferrière, Rudy Jodoin, Pauline Métais, Félix Bouffard et Rachel Lantier. Merci à vous, cher public, et bonne fin de journée.